Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Voici les grands titres que nous développerons dans cette édition. Ces réalisations se retrouvent dans le monde entier, des bâtiments emblématiques qui fascinent. Pour la première fois, l'architecte Jean Nouvel signe un projet à Monaco qui allie patrimoine et modernité. Il a transformé la Villa Belgica, siège de la banque UBS. Il sera notre invité dans ce journal. Dernière ligne droite aux États-Unis où l'issue du scrutin présidentiel est toujours aussi incertaine. Nous retrouverons notre correspondante à New York, Alexandra Pani, qui nous expliquera que tous les regards sont tournés vers les États-Unis où les médias du monde entier ont délocalisé leur plateau. Qui sont les conseils juridiques de Monaco? Quel est leur rôle? Pourquoi, à Monaco, plus qu'ailleurs, ils occupent une place importante? Réponse à toutes ces questions dans ce journal. Robert Boisbouvier, le président de la Chambre des conseils juridiques, sera notre deuxième invité. La Principauté renouvelle son accord de partenariat avec la Fondation Alif qui se bat pour sauver le patrimoine culturel en péril dans les zones de guerre. Et puis hier se déroulait le championnat d'Europe de sushi à Monaco au Niwaki. Nous y étions. Reportage à suivre. Mais pour débuter ce journal, prenons la direction de l'arrière-pays où s'est rendu aujourd'hui le prince Albert II dans la vallée de la Tinée, dans les communes de Mary et de Venançon. En octobre 2020, la tempête Alex avait fait des ravages et avait tout emporté sur son passage. Aujourd'hui, l'heure est toujours à la reconstruction et de nombreuses communes sont soutenues par Monaco dans ce long travail. Le reportage sur place de Christine Datomel sur des images de Lionel Bernardi. Après avoir apporté une aide précieuse aux habitants des vallées de la Roya, du Moyen-Var, de la Vésubie et de la Tinée, fortement touchés par la tempête Alex en 2020, la Principauté de Monaco avait également souhaité s'engager dans la sauvegarde du patrimoine des communes sinistrées. C'est pourquoi en 2021, le gouvernement princier avait signé une convention mobilisant un budget de 3 millions d'euros au bénéfice d'opérations de restauration et de sauvegarde. Témoins d'une époque révolue, de nombreuses maisons et bâtiments publics avaient été touchés par la tempête. Témoins aussi de l'histoire de ces communes au fil des siècles, ces édifices, parfois gravement endommagés, ne pouvaient être remis sur pied faute de moyens. L'église Saint-Pons-à-Marie, une petite commune située dans la vallée de la Tinée, ancien fief des Grimaldi, ne pouvait par exemple assurer elle seule la restauration de sa façade. Les dons de Monaco ont donc été salvateurs pour le maire de Marie et pour ses habitants. Aujourd'hui, nous allons mieux, notamment grâce à l'aide, je dirais, inestimable du prince de Monaco pour nous aider à réhabiliter notre église puisqu'elle avait souffert de la tempête Alex. Et également, on est en train de réhabiliter un sentier séculaire, donc la Strada Real, une voie qui relie Nice à Lubaï, qui est historique, c'est l'ancien chemin, donc sur lequel la principauté nous aide pour faire 200 mètres, donc c'est inestimable pour moi. Marie a cette particularité d'avoir fait partie des fiefs des Grimaldi de Beuil, qui sont une branche collatérale de la branche princière de Monaco pendant 3 siècles, entre le XIVe et le XVIIe siècle, donc jusqu'au moment où les Grimaldi de Beuil sont privés de leur fief par le duc de Savoie parce qu'ils avaient pris une importance trop forte, liée justement aussi à leur lien avec Monaco qui était en pleine émergence d'affirmation de sa souveraineté. Sans l'intervention réparatrice de la Principauté de Monaco, l'église de Saint-Pons n'aurait donc jamais pu retrouver sa splendeur d'antan. Tout comme le clocher de l'église Saint-Michel à Venançon, une petite commune située à quelques kilomètres de Marie, près de la Colmiane. Des cloches qui viennent d'être restaurées, symbole de foi et d'héritage chrétien. Elles continueront donc de sonner dans la vie des Venançonnois. Une inauguration à laquelle a assisté le prince souverain en début d'après-midi en présence du maire de la commune, du préfet des Alpes-Maritimes et de nombreuses autres personnalités de la région. L'aide avait été décidée, bien sûr, pratiquement immédiatement, après que j'ai pu visiter et survoler les lieux sinistrés. Bien sûr, j'avais engagé la principauté dans cette action, dans cette aide. Mais après, il fallait détailler un petit peu quelle forme elle pouvait prendre. Et puis, c'est pour ça qu'on est venu sur des lieux qui ont été choisis, bien sûr, par les spécialistes de la Fondation du patrimoine pour que ça ait un sens et pour que en favorisant les lieux un petit peu privilégiés et les lieux de culte, mais pas uniquement. Vous avez vu qu'il y a des restaurations de ponts,
différentes infrastructures. Et donc, pour moi, je suis très heureux de voir la concrétisation, qui n'est pas terminée, mais la concrétisation de tout ce qui avait été envisagé, d'une grande partie de ce qui avait été envisagé pour l'instant, parce que c'est un effort, bien sûr, sur plusieurs années. 2 opérations donc essentielles pour la vallée de la Tinée, puisque l'inauguration de ces travaux de restauration à la suite des désastres causés par la tempête Alex, l'une des plus dévastatrices de tous les temps, marque un moment significatif dans la vie des communes, car le souvenir de cette tragédie demeure encore ancré dans le cœur de nombreuses familles qui avaient été bouleversées dans leur quotidien. Et surtout, cela nous rappelle l'ardente nécessité des solidarités régionales. La Villa Belgica a pris de la hauteur et s'est transformée. La banque UBS a voulu faire de son siège monégasque, avenue de Grande-Bretagne, un lieu unique. Le bâtiment d'origine, avec son style Belle Époque, compte désormais un dernier étage tout en acier. Ce projet architectural contemporain est signé de l'architecte Jean Nouvel et il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. C'est la fin d'un beau et spectaculaire chantier à Monaco. Il s'est agi de cela, réinventer en quelque sorte la Villa Belgica. Oui, si vous voulez, en tous les cas, c'est se servir de cette ville-là pour la perpétuer et pour la faire grandir, pour lui créer une vie qui sera beaucoup plus longue et qui sera imprévue. Donc c'est un exercice sur le hasard et sur la volonté aussi, sur la fonction, mais aussi sur l'art et sur les sensations. Et c'est qu'est-ce qu'on peut faire ici qui soit le plus aimable de ce qu'on puisse faire pour tout le monde en ce moment. Le challenge était aussi de conserver le caractère historique du bâtiment. Quelle a été votre approche ? Le challenge, c'est justement de transformer ce bâtiment, ou les bâtiments qu'il y avait là, dans ce que je vous ai dit, dans quelque chose qui le dépasse, puisqu'on passe à 10 étages de hauteur quand même. On invente des volumes intérieurs, on invente quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Donc c'est aussi un prétexte. Et ce prétexte est une chance. Et que vous inspire Monaco et son urbanisation ? J'imagine que cela ne laisse pas insensible un grand architecte. Je dirais que c'est une des villes de la Méditerranée qui avait un site absolument incroyable et qui s'en est servi. Et qui s'en est servi dans le sens du relief, dans le sens de la matière, du roc, dans le sens des horizons contrastés, dans le sens donc tout ça existe et on se rend compte que maintenant ça s'enrichit aussi par la complexité des bâtiments qui changent eux-mêmes ou qui se construisent les uns après les autres en les prenant en compte. Donc c'est ça qui donne en fait ce qu'on voit ici, c'est-à-dire des ciels, des mers et des espaces qui se créent de façon aléatoire. Et cette façon de se retrouver à la fois dedans et dehors, c'est une ouverture. Vous avez tellement de réalisations emblématiques à travers le monde. Quelle est celle pour laquelle vous avez la plus grande affection ? On ne choisit pas entre ses enfants. Je travaille sur beaucoup de projets dont certains d'ailleurs sont plutôt secrets, mais je ne peux pas parler en 2 minutes de ça. Et est-ce que l'on peut vous demander sur quoi vous planchez actuellement ? Sur quoi je travaille ? Je travaille sur l'opéra de Shenzhen, par exemple, qui s'appelle La Lumière de la mer, ou Les Lumières de la mer, et qui est face à Hong Kong, et qui accueille 4 ou 5 salles, plus un quartier culturel. Voilà, c'est un exemple. Merci Jean Nouvel d'avoir été notre invité alors que vient d'être inaugurée la Villa Belgica, entièrement repensée boulevard de Grande-Bretagne. Aux États-Unis, les plus grandes villes ont dans leur panorama urbain des réalisations de Jean Nouvel. Les États-Unis vers lesquels tous les regards sont tournés aujourd'hui. Près de 240 millions d'Américains sont appelés aux urnes. Nous vous en parlons de ces élections depuis plusieurs mois avec notre correspondante aux États-Unis, Alexandra Pani. Mais nous ne sommes pas les seuls à nous y intéresser et loin de là, Alexandra. Bonsoir.
Bonsoir à vous. Effectivement, impossible de passer à côté du duo Trump-Harris. Il fait la une des médias internationaux depuis plusieurs mois. Mais alors pourquoi ces élections américaines intéressent autant la planète entière? Nous avons posé la question à Alban Mikosi de France Télévisions. Il propose depuis la rentrée l'émission L'heure américaine et est venu à New York avec son équipe pour suivre la dernière ligne droite. On l'écoute à ce sujet. Tous les 4 ans, c'est le même refrain. Des milliers de journalistes internationaux débarquent aux États-Unis pour couvrir une élection qui fascine la planète entière. Les chaînes de télévision leur accordent des centaines d'heures d'antenne et la presse écrite en fait les gros titres. Et si nous nous intéressons autant à ces élections, c'est avant tout car son futur président a un poids considérable sur l'échiquier mondial. Les États-Unis sont aujourd'hui pas seulement le gendarme du monde, mais aussi ils sont le premier partenaire économique de bien des pays, de la France évidemment, mais de beaucoup de pays à travers l'Europe. Et ce qui se passe aux États-Unis va profondément toucher les autres pays, que ce soit Donald Trump ou Kamala Harris qui soit élu. On va se méfier énormément des sondages. Les sondages en plus sont dans la marge d'erreur maintenant, nous disent clairement qu'entre Kamala Harris et Donald Trump, de toute façon à la fin la partie sera serrée. Partie serrée qui aura de véritables répercussions sur les Américains, mais aussi le reste du monde. Les États-Unis sont un acteur clé au sein de nombreuses institutions internationales comme les Nations Unies. L'économie mondiale et les conflits actuels seront certainement impactés par ces résultats. Autre source d'inquiétude qui plane autour de ces élections, la relation entre Donald Trump et les médias et sa capacité à nier la vérité. C'est exactement ce qu'il dit sur le résultat des élections. En gros, les élections, elles sont soit honnêtes et c'est lui qui gagne, soit il ne gagne pas et c'est que les élections ne sont pas honnêtes. Donc c'est la pensée de Donald Trump. Et sur tous les faits, il agit de la même manière. Si le fait va dans son sens, c'est un fait. Si le fait ne va pas dans son sens, il invente un fait alternatif. Et le travail des journalistes est d'autant plus critiqué pour lui. Les journalistes sont là pour donner des faits, même lorsque les faits ne vont pas dans le sens de ce qu'il espère. Le verdict de ces élections est attendu à partir de demain, mais les résultats définitifs ne se feront connaître sûrement que d'ici quelques jours, comme les années précédentes. Alors, Trump ou Kamala, nul ne peut le prédire à ce stade, mais nous sommes allés vous demander si vous aviez dû choisir lequel des 2 candidats aurait recueilli votre vote. Alors vous allez le voir, il y a beaucoup de touristes de passage à Monaco, mais tous ont une idée plutôt bien arrêtée. Nous les écoutons. J'ai rarement été partisan des extrémistes, qui plus est des gens qui ont un casier judiciaire et qui ont l'affront de vouloir se représenter en étant éventuellement un exemple pour le peuple, quel qu'il soit, français, américain, anglais ou allemand. Donc effectivement, je serais plutôt pro-Kamala Harris, quand bien même elle a un héritage lourd qui est celui de Biden, qui a effectivement un sujet délicat, qui est le sujet des classes moyennes américaines, où il n'a pas été trop favorable. Donc voilà, mon camp est choisi. Elle est plus dans le soft du langage, parce que lui, bon, il est ordurier quand même. Hein. Puis elle est démocrate quand même. Penso che Trump sia più vicino verso le mie idee di pensare, ok? Verso la mia idea e il mio modo di vedere le cose, ok? E in confronto a Kamala Harris penso che sia più deciso e più pronto ad affrontare i problemi per l'America, ok? Problemi dell'immigrazione e quant'altro, e quindi per questo penso che sia più adatto per andare a essere eletto come presidente in America. C'est la régression totale, quoi. On va vers le sens de la xénophobie, du populisme, de tout ce qui est négatif. C'est même impensable que la moitié des États-Unis puissent voter pour quelqu'un qui a essayé de faire rentrer la population dans le Congrès et tout ça, mais j'arrive pas à croire. Mais c'est mondial en fait, c'est mondial. Les gens, ils ont perdu le bon sens en fait. Voilà. Et qu'il y a à nouveau la possibilité de se représenter. I guess they both stand for different ideals, and yeah, I always sit on the fence. I wouldn't vote for Trump, put it that way. Why? I just don't like his style. I don't like his politics. I don't like the way he lives his life. I mean, anybody else would be in jail if they'd done what he's done. So I don't agree with any of the things that he has done with his life, and it's the person he is. It's hard to say really, because both of them
They seem to lie about each other. I think there should be 2 better candidates that are younger. We're not sure what anyone's policies are. And we know a lot of Americans, and neither do they. But we know America is very divided. They're either pro-Trump or pro-Harris. And the rest of us will just watch and wait. Yeah, because unfortunately, America leads the world, and the decision is going to be something that affects everybody in the world, unfortunately. We support Kamala Harris. We think she's just a regular person with normal ideas, and as opposed to the other side. Le nouvel ambassadeur de Monaco en Croatie vient de remettre ses lettres de créance au président croate. Anne Eastwood a été reçue par Zoran Milanovic. Elle devient le 3e ambassadeur de Monaco auprès de la République croate depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2007. La ministre des Relations extérieures et de la coopération vient de signer un 3e accord de partenariat avec la fondation ALIF, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine. Un accord sur 2 ans d'un montant de 100 000 €. Je vous propose d'écouter Isabelle Béraud-Amadei et le directeur exécutif de la Fondation sur l'importance de ce partenariat initié en 2020. Préserver et conserver le patrimoine, c'est aussi préserver la richesse et l'héritage des sociétés dans les zones de conflit et post-conflit, et également pour des héritages qui subissent de plein fouet le changement climatique. Donc, conscient de ces enjeux, la Principauté de Monaco soutient la Fondation ALIF depuis 2020 sur plusieurs sites en Syrie, au Mali, au Liban, également en Ukraine pour la préservation et la conservation de 2 musées à Odessa. Ce partenariat, il va nous permettre de soutenir 2 nouveaux projets. Un premier projet en Arménie, qui est un projet avec une ONG arménienne qui s'appelle Toumo, et qui est un projet de documentation de 150 sites, documentation 3D de 150 sites au patrimoine arménien, et aussi de formation aux nouvelles technologies du patrimoine de jeunes arméniens. Et puis le deuxième projet, il doit nous amener à soutenir un projet au Liban, qui est un projet de réhabilitation de 2 sites historiques au Liban, notamment à Tripoli, et accompagné par des ONG qui vont travailler au dialogue interculturel et interreligieux autour de ces sites. Isabelle Béraud-Amadei et Valérie Freland répondaient aux questions de Fabien Bonilla. Intéressons-nous à présent à un corps de métier peut-être méconnu mais pourtant extrêmement porteur à Monaco. Les conseils juridiques jouent un rôle de tous les instants aux côtés de ceux, par exemple, qui souhaitent s'installer à Monaco, entreprises ou futurs résidents. Pour mieux comprendre quel est leur rôle et connaître la voie à suivre pour devenir conseil juridique, nous sommes avec le président de la Chambre des conseils juridiques. Bonsoir Robert Boisbouvier. Bonsoir Patricia. Qu'est-ce que cela recoupe, le terme de conseil juridique ? Le conseil juridique est un facilitateur administratif, fiscal, juridique, en principauté, pour les entrepreneurs, pour les familles, pour les entreprises, tout au long de leur vie. Combien sont-ils en principauté, ces conseils juridiques, au sein de la Chambre notamment que vous présidez ? Alors, nous sommes 29 conseils juridiques inscrits sur le site du gouvernement princier. Parmi eux, il y a certains conseils juridiques qui sont spécialisés dans certains domaines du droit ou des affaires, et d'autres qui sont généralistes, comme cela est mon cas par exemple, ou le cas d'autres confrères et consoeurs, avec une vocation juridique, fiscale et économique. Concernant la Chambre, nous sommes 25 conseils juridiques, et parmi les projets de ma mandature sera d'aller chercher les quelques autres conseils juridiques qui ne sont pas encore inscrits, car nous considérons que c'est important d'être unis professionnellement et de tous faire partie de cette communauté professionnelle. Mais alors pour bien comprendre, quels sont leurs champs d'action par exemple à ces conseils juridiques ? Essentiellement la création de sociétés, la domiciliation de personnes physiques, morales en principauté, la facilitation administrative, l'assistance contractuelle, l'assistance juridique, l'assistance fiscale, qu'elle soit à Monaco ou à l'étranger. Et c'est également une force aussi des conseils juridiques à Monaco, c'est d'avoir aussi plusieurs nationalités, plusieurs backgrounds de ces conseils juridiques, anglo-saxons, Europe de l'Est, Amérique du Nord, qui permettent d'accueillir et de recevoir
des nationalités très différentes et de répondre du coup à différents objectifs de résidents actuels et futurs. Donc ce serait un rôle d'interface, une mission d'accompagnement, mais de quelle formation sont-ils issus les conseils juridiques? Quelles études faut-il avoir suivies pour embrasser ces carrières? Alors ça, c'est ce que nous avons tous en commun, c'est-à-dire au moins une maîtrise en droit, que ce soit une maîtrise en droit français ou en droit étranger, ce qui permet aussi à des conseils juridiques étrangers qui ont une formation complète en droit dans leur pays d'origine, d'être autorisés en principauté au regard des besoins de la principauté concernant certaines nationalités. J'imagine que Monaco et sa politique d'attractivité, notamment pour accueillir de nouveaux résidents ou de nouvelles entreprises, Monaco, c'est une place importante dans le domaine du conseil juridique. Absolument. L'ensemble des conseils juridiques sont extrêmement sensibles à la politique d'attractivité car nous sommes en première ligne au regard des domiciliations personnelles, physiques, d'entreprises en principauté et donc nous mobilisons tous nos efforts aux côtés du gouvernement princier de manière à pouvoir véhiculer les bons messages et surtout préparer les atterrissages le mieux possible pour nos résidents et leurs familles. Alors je sais que l'un des points importants de votre présidence, c'est de se tourner vers la formation, vers la jeunesse aussi. Vous avez noué un partenariat important avec l'Université de Nice-Côte d'Azur, dans la droite lignée d'ailleurs de la mise en place du diplôme de droit monégasque. Absolument, absolument. D'une part, nous collaborons étroitement avec l'Institut de formation aux professions judiciaires à Monaco par la tenue de modules, de colloques, de formations. Et d'autre part, comme vous le rappeliez, nous avons conclu un partenariat avec le département économique, master économique à Nice et avec le CNRS Grédeg de Sophia Antipolis, de manière à pouvoir créer des formations, des modules pour les juristes de la principauté, accompagner ces modules dans le cadre du diplôme interuniversitaire que vous aviez également rappelé, mais de plus, nous souhaiterions, nous, conseil juridique, avec d'autres forces actives de la principauté, d'autres professions réglementées, on va essayer de faire ce travail tous ensemble, de rédiger un livre blanc avec justement ces chercheurs qui sont à côté de nous et qui connaissent bien le territoire, un livre blanc qui renfermerait des réponses juridiques, fiscales, mais aussi économiques à ce que serait le Monaco de demain. Et l'idée, ce sera ma conclusion aussi, c'est vrai que c'est d'inciter peut-être ou de faire naître des vocations chez les jeunes de Monaco qui se sont engagés dans des études de droit mais qui ne se destinent pas forcément à des carrières plus traditionnelles, qui d'avocat, qui de juriste. Il y a différents métiers allant de huissier de justice, greffier, avocat, magistrat, mais aussi le métier de conseil juridique. Le métier de conseil juridique est un métier qui n'est pas assez connu, qui n'est pas un métier dit du judiciaire. Nous dépendons de l'exécutif et non pas du judiciaire. Et par conséquent, c'est intéressant parce que nous sommes des agents économiques. On fait du droit, mais pas que. On fait aussi de l'économie, on fait de la gestion. On accompagne les entrepreneurs. Et c'est en ce sens que pour les monégasques qui sont également en cursus juridique, de pouvoir s'interroger et de regarder l'étendue des métiers possibles et disponibles à Monaco. Voilà une autre voie. Merci beaucoup Robert Boisbouvier d'avoir été notre invité pour nous présenter ce métier de conseil juridique. Merci Patricia, très belle soirée. La princesse Charlène est la nouvelle présidente de la Fédération monégasque de rugby. Elle a été élue en conseil d'administration le 29 octobre dernier. Passionnée de sport depuis toujours et à travers sa fondation, elle contribue à promouvoir l'éducation par le sport. Elle est un fidèle soutien du tournoi Sainte-Dévote, tournoi de rugby U12 qui accueille chaque année à Monaco des enfants de pays du monde entier. Sa fondation a également lancé le programme Rugby Exchange qui permet aux jeunes joueurs de découvrir d'autres cultures à travers leur discipline. Et puis la princesse Charlène a également donné une impulsion en créant une équipe de rugby monégasque à 7 nommée les Impies et qui participe à de nombreuses rencontres internationales.
Hier soir se tenait la traditionnelle soirée annuelle de l'association Monaco Disease Power. Le prince Albert II était une nouvelle fois aux côtés de la présidente Muriel Nathalie Laure. Monaco Disease Power soutient les personnes en situation de handicap mental ou physique, ainsi que leurs familles, en leur proposant des services d'accompagnement et de répit. Elle organise des séjours de vacances adaptés et gère des centres d'accueil spécialisés, la maison d'Amélie ou la maison de Delphine, pour favoriser l'autonomie et le bien-être de ses bénéficiaires. Nous avions suivi il y a quelques semaines le concours national de pâté-croûte dont le vainqueur ira en finale des championnats du monde à Lyon en décembre. Et bien hier a eu lieu, toujours à Monaco, une autre compétition culinaire, le championnat d'Europe de sushi. Fabien Bonilla et Camille Caloni y ont assisté. Le Niwaki, dans le quartier du Larvoto, a servi d'écrin pour accueillir, pour la deuxième année consécutive, les championnats d'Europe de sushi. Toute la journée de lundi, 10 concurrents venant de toute l'Europe étaient en compétition, dont 2 représentants de Monaco, exerçant en Obu et au Bouddha Bar. Ce championnat d'Europe est organisé par l'entreprise Sushi Robots et le restaurant Le Niwaki. On est plutôt impressionnés d'année en année finalement. Bon, ici c'est la deuxième édition, mais on est aussi organisateur du championnat de France. Et on voit que le niveau monte d'année en année, ce qui fait aussi vraiment plaisir. Vous pouvez être le meilleur sushiman du monde et des fois ne pas être vu. Quand vous devenez champion national, champion européen, champion du monde, toutes les portes vous sont ouvertes et votre carrière elle explose. Ces 10 chefs spécialisés dans la gastronomie japonaise ont été scrutés avec la plus grande attention par 9 membres du jury, dont l'ancien champion d'Europe et vice-champion du monde. Alors on a toute une grille de paramètres. On va juger, l'hygiène va être primordiale forcément, le gaspillage également, et ensuite c'est tous les détails techniques. Donc la façon de découper le poisson, la façon de former les différents types de sushis. Il y a des formes de sushis imposées, donc on va noter et on va noter la propreté de la tenue, la prestance, et ensuite une fois que le plateau est fini, alors il y a tout l'équilibre de l'assiette, l'esthétique. Et on a une partie dégustation, donc voilà, beaucoup de critères. En fin d'après-midi, après plusieurs passages entre la présentation et le goût, le jury a délibéré et c'est le champion de Pologne qui devient champion d'Europe de sushi 2024. It's really important and I don't even expect that I will get anything here. I just came to check myself, how I make it sushi, as I'm good, as not. I don't even expect that I win this time. Piotr Kuk est reparti avec le titre de champion d'Europe, mais aussi avec un chèque de 1 500 €, des bouteilles de champagne et un voyage au Japon pour une valeur de 5 000 €. À quoi peut-on s'attendre demain du côté des prévisions météorologiques? Le beau temps va-t-il durer? Nous retrouvons Alban Gingembre. Bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. La météo reste stable en principauté. Demain, le soleil se lèvera dans un ciel très nuageux, mais qui se dégagera au fur et à mesure de la journée pour laisser place à quelques éclaircies. Pas de pluie et des températures qui restent agréables, 15 degrés le matin et 18 l'après-midi. Et le mercredi 6 novembre, nous fêtons les Bertilles. Merci Alban. Bleu, c'est la couleur du jour, comme le bleu du ciel en principauté. Les photos de fin d'édition signées Manuel Vitali sont le reflet de ces incroyables conditions météo qui nous ont accompagnés depuis ce week-end et jusqu'à aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à 19 h pour un nouveau journal sur Monaco Info.